Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein, d'Octobre Rose, de Pump It Up. Nous parlons de self-esteem, de corps, de maladie, de guérison et de soins, de soutien aussi. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. J'aime mettre mes invités dans l'ambiance parce qu'elles sont toujours un petit peu stressées avant. Généralement, pendant le générique, ça va un peu mieux, n'est-ce pas? Oui. Et puis après, ça se déroule tranquillement. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous, mesdames. L'une en rose, normale, Octobre Rose. L'une en vert, avec ses petits rubans roses, ses lunettes rouges. Camille est daltonienne. Sa boucle d'oreille rose. Octobre Rose, Marie-Geneviève Boussoko. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Priscilla Saint-Aimé. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, toutes deux de l'association Amazon, toutes deux venues nous parler de ce mois, donc consacré au dépistage. Alors, on parle pas du... Enfin, c'est pas le mois du cancer du sein, c'est le mois du dépistage du cancer, de la sensibilisation, parce que c'est un cancer, effectivement, qui touche beaucoup de gens. Oui. Et on va parler de vous aussi. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Priscilla. Alors, Priscilla Saint-Aimé, 43 ans, maman d'une jeune fille de 18 ans. Félicitations. Merci. Donc, je suis assistante administrative en collectivité territoriale. Donc, présidente d'Amazon depuis juin 2022. Ça se passe bien? Tout récent, oui. Nouvelle fonction. Donc, mon premier Octobre Rose en tant que présidente. L'association Amazon, je la connais depuis 2017 parce que par une amie, elle m'en a parlé. Et j'étais à la Villa Chanteleclerc pour voir justement cette exposition qu'ils avaient préparée. Et je me sentais déjà investie, j'avais envie de me donner à cette association que je venais d'apprendre, je venais d'apprendre la naissance, oui, voilà. Et ça me donnait déjà envie, en tous les cas, de m'investir. Et après 2019, la maladie est arrivée. Après? Oui. Quand tu allais à Amazon, tu n'étais pas malade? Non, j'étais pas malade. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette envie d'aider ces femmes, de participer à leur bien-être, à les connaître comme ça. Et 2 ans après, tu as appris que tu étais malade? Mais vraiment pas 2 ans parce que quelques mois après, ça s'est passé en octobre 2017 où j'ai connu Amazon. Et en décembre 2017, lors d'un contrôle, après Octobre Rose, on parle de sensibilisation, il faut prendre rendez-vous justement pour soi-même pour voir si tout va bien. Et lors de ce contrôle, mon gynécologue a vu quelque chose d'anormal. Donc, il m'a donné une échographie à faire. Cette échographie que j'ai faite, il n'y avait rien qui en ressortait. En 2018, fin 2018, je l'ai à nouveau fait parce que la boule grossissait. Rien n'en ressortait. Et en février 2019, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Parce que cette boule grossissait le soir. Dans ton sein? Dans mon sein. Donc j'ai changé de praticien pour l'échographie. Et à ce moment, je vais faire l'échographie et elle me dit à nouveau, vous avez rien. Là, je lui dis non, c'est pas possible. Je ne cherche pas. Mais il y avait une boule, elle sentait la boule. C'est-à-dire que j'avais une forte poitrine. D'accord. Donc quand on a une forte poitrine, c'est pas forcément évident pour le professionnel de santé qui est en face, puisqu'elle fait la mammographie, elle voit rien. Et moi, j'ai insisté, j'ai dit non, c'est pas normal. Et à ce moment, elle m'a demandé mon âge. J'allais vers les 40 ans. Et elle m'a proposé de faire une mammographie, que j'ai dit OK. Ah, parce qu'on ne t'avait pas fait de mammo? Non, on m'avait fait. Voilà, c'est pas systématique. Et en général, on attend que la femme ait la cinquantaine. 50 ans. Ouais. Parce que malheureusement, faire trop de mammographie... Moi, j'ai fait des mammos, excusez-moi, j'ai plus de 50 ans, mais j'en ai fait bien avant 50 ans. Les médecins, ils veulent pas. C'est pas trop recommandé, parce que si on en fait trop, malheureusement, justement, ça peut engendrer... D'accord. Et donc finalement, en 2019, donc on te fait cette mammographie. Voilà, et le résultat est tombé, où ce médecin me dit qu'il faut que j'aille en urgence dans un hôpital pour voir un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire les prises de rendez-vous à la LMFME et tout, mais j'avais cette envie de partir. Donc, j'ai fait le choix de partir là-bas, me faire soigner à l'IGR. C'est un choix personnel, parce qu'en Martinique, on peut le faire. Mais c'est un choix personnel
Pourquoi? Parce que je suis une passionnée de cake design. Pendant toute cette période, j'étais sur mon Instagram à toujours regarder les gâteaux. Et je voulais qu'on parle de ça, mais on va revenir au cake design parce qu'on va donner la parole à Marie-Geneviève. C'était pour me soigner, mais c'était aussi pour cela. Parce que voilà, on va parler d'Amazon, on va parler de vous, et puis on va parler de votre vie. Hein. On n'est pas là que pour parler du cancer du sein, qui ne vous définit pas essentiellement. Mais je voudrais quand même préciser, parce qu'on en a parlé juste avant, que les effets du traitement sur toi, c'est que de temps en temps, tu peux avoir des pertes de concentration qu'on appelle chémo-brain ou chémo-brain. Voilà. Mais voilà, donc on le signale, et puis bon, si effectivement ça t'arrive, mais tu sais que ça arrive à tout le monde, hein, ceci dit. Mais nous, malheureusement, c'est encore pire par rapport à la chimio. Et au D'accord. On va revenir à ton histoire. Je veux donner la parole à Marie-Geneviève Boussoko. Comment ça va? Ben, ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Alors raconte-nous, présente-toi. Oui, donc Marie-Geneviève Boussoko, j'ai une 50aine d'années. J'ai oublié de compter. Oui, mais tu as arrêté. Oui, j'ai arrêté de compter, mais bon. Et ceci dit, je prends quand même ma calculatrice pour... Ah, j'ai quel âge? Okay. Mais en fait, moi, c'est courant... Alors toi, ton métier, c'est quoi? Donc, je suis éducatrice de jeunes enfants. Tu es directrice de crèche? Directrice de crèche. Et puis tu es maman? Non, je ne suis pas maman. Non, je ne suis pas maman. Bon, mais bon, ok. Donc tu es directrice de crèche. Je suis maman de certains, de neveux, de filleuls, etc. Donc, c'est vrai que la maladie, oui, elle est arrivée comme un coup de poignard. Parce que j'étais justement en train de préparer un projet d'activité pour la crèche. Et assise, je sens un coup de poignard, mais au niveau de mon sein. Je me dis, ah, bizarre. Ton sein droit? Mon sein droit. Donc je me dis, ah, c'est bizarre. Mais voilà, donc j'appelle ma mère. Je me dis, est-ce que ce sont mes règles qui reviennent? Parce qu'en général... C'était quand ça? C'était en octobre... en fin décembre de 2017. D'accord. Et ça, je me suis dit, bon, en général, quand je vais être réglée, mes seins étaient un peu lourds. Donc je me dis, bon, c'est peut-être ça qui revient. Donc j'appelle ma mère, à quel âge que tes règles ont disparu? J'ai dit, ah mais non, pas maintenant, il ne faut pas que ça revienne, etc. Et puis bon, ça ne m'a pas plus aléanté que ça, puisque sachant qu'effectivement, mon dernier dépistage était clean. Et donc, en janvier 2018, je me dis, cette douleur est revenue et en fait, elle est devenue plus forte. C'est exactement comme si j'avais reçu un coup de poignard, une épine de lancinant et qui a traîné dans la durée. Ça a resté une fraction de seconde, mais en même temps, c'était fort. Donc, je touche. Comme par hasard, c'est un vendredi, mon médecin traitant n'est pas présent. Donc j'attends le lundi, je suis inquiète, je l'appelle, je lui dis, écoutez, il y a quelque chose qui me fait mal. Et quand tu touchais, ça te faisait mal aussi? Au toucher, c'était douloureux. Ça t'a fait mal tout de suite, comme ça, sans que tu touches, et après, quand tu as touché, ça t'a fait mal? Ah oui, quand j'ai touché, et je sentais vraiment la boule. Ah, il y avait une boule. Je sentais, mais elle n'était pas aussi grosse, parce qu'effectivement, Priscilla parle de forte poitrine, moi, je n'en ai pas beaucoup, mais quand je l'ai reçue, j'ai dit, oh là, mais et je sens, au toucher, je sentais que ça tournait, et en appuyant, ça faisait effectivement mal. Allez, on est courageuse. Donc, je me dis, bon, j'appelle le médecin, je lui dis coucou en passant parce que, bon, voilà. Il m'a dit, non, de toutes les façons, si ça fait mal, c'est que c'est pas... Ah oui, on entend ça, hein. On entend ça, on entend si ça fait mal, c'est pas un cancer. Oui, parce qu'en fait, ça fait pas mal. Quand ça arrive... mais quand ça fait mal, c'est quoi alors? C'est que je pense que c'est déjà... Mais ça peut faire mal à un moment. Oui. Après. C'est la même chose. D'accord. En 2017, j'avais pas mal. C'est après en 2019. Donc quand c'est avancé, on a mal. Oui. Parce qu'on entend, le cancer, ça fait pas mal. Mais c'est ça. Mais en fait, tout de suite, c'est mis en place écho-mammographie parce que j'avais déjà mes 50 ans. Et à la vue au moment de pas la maman, l'échographie, je vois le praticien un peu déstabilisé. Je me dis, il va me dire quelque chose, mais en son fond intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut faire vite. D'accord. Et tu as dit ça comment, du coup? Il faut aller plus loin.
m'a-t-il dit. D'accord. Donc, il faut faire la mammo. Parce que le plus rapide, puisqu'en c'était l'écho, ça. C'était l'écho. D'accord. Et après, on fait donc, la mammo. La mammo, j'ai été obligée de la programmer. Bien entendu, ça ne vient pas aussi vite qu'on le veut. Et donc, le temps d'attente, le temps de réfléchir, le temps d'aller sur un ami qu'on appelle Google, le temps qui ne font que... Voilà, ça grossit énormément dans la tête, dans la pression, et on se dit... Dans le stress surtout dans le stress, d'autant que pour être un petit peu personnel, ça faisait pas longtemps que j'avais perdu mon père, puis mon parrain, frère de mon père, donc je me suis dit, voilà, c'est toi, la prochaine, c'est le tien. Donc, on a une espèce de... cette angoisse jusqu'à ce qu'effectivement le médecin traitant qui au résultat qui dit il me donne pardon d'avoir dit que ça faisait pas mal et il dit mais il faut faire vite. Oui. Parce que c'était déjà, la tumeur était déjà très avancée. Voilà. Et donc, mais il n'y avait pas de, donc elle était localisée. Elle était localisée. Il n'y a pas de métastase. Non. Comme ça. Et donc, c'est mis en place toutes les prises de rendez-vous, gynécologue, écho à nouveau, pour mettre en place le processus jusqu'à l'hôpital Clarac. Moi, je suis à l'hôpital Clarac. Et donc, on a face à soi une infirmière d'annonce qui vous explique comment va se passer. Moi, j'ai commencé par la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, c'est une épreuve assez difficile parce que... C'est dur. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est dur. C'est dur. Les effets. Les effets, voilà. Ce sont les effets secondaires qui sont difficiles. Et surtout, on est fatigué, on vomit, qu'est-ce qui se passe? Surtout les premières doses, parce que ce sont des doses qui sont assez fortes pour vraiment choquer la tumeur. Donc, moi, de mon côté, au moment où on a découvert la tumeur, cette tumeur, elle s'est scindée en deux. Et j'ai une métastase aussi dans les ganglions axillaires, en dessous du bras. Donc, malheureusement, ce ganglion était logé vraiment à la fin de la chaîne ganglionnaire. Donc, il a fallu enlever toute la chaîne. Et en général, les médecins préfèrent de toutes les façons enlever toute la chaîne pour qu'il n'y ait pas de métastase qui reste... Voilà. Mais moi, on a d'abord opéré et après, j'ai eu la chimio. Et comme disait ma Geneviève, la chimio est assez forte parce que les premiers soins, on appelle le HEC, c'est une solution rouge. Et c'est ça te rappelle de mauvais souvenirs. Apprendre l'odeur... Mais c'est quoi? En fait, c'est un liquide. Avant de l'injecter, parce qu'il faut dire qu'on a une chambre implantable qu'on fait entrer en tout cas sous la peau à proximité d'une veine. Et déjà ça fait mal. En fait, on ne veut pas alerter et faire peur, mais l'objectif aussi, c'est de se dire qu'il faut y aller, il faut aller en prévention. Pour éviter, parce que ce que vous dites, alors, et là on revient à la partie sensibilisation Docteur Heureuse, un cancer pris à temps et un cancer qui se soigne et qui guérit. Et qui a moins d'opérations, d'impact négatif sur la vie. Moi, je n'ai pas eu de mastectomie. Enfin, la mastectomie, c'est le... Quand on enlève le sein. Toi, tu as tes seins. Oui, j'ai les... Mais on t'enlève la tumeur, voilà. C'est une tumérectomie. Donc, c'est juste la cicatrice. Dernièrement, j'ai fait ma mammo. Le médecin disait, ça ne se voit même pas. OK. Mais pour revenir un petit peu à la chimio, il faut imaginer quand vous mangez de la moutarde. Et puis, à un moment, ça monte au nez. De wasabi, quoi, qui monte. Oui, mais ça monte et ça disparaît. Mais là, c'est pendant toute une bonne durée. Et après, ça fatigue aussi. Ça fatigue. Moi, j'ai dû repartir. Qu'est-ce que vous faisiez pour accompagner ça? Moi, j'ai beaucoup lu qu'il faut bien manger, qu'il faut faire aussi du sport. Quand on peut, au moment où on peut le faire, il faut marcher, il faut faire des choses comme ça. Marcher, bien manger quand on veut, quand on peut. Parce que des fois, les odeurs, ça passe pas. Il y a aussi l'accompagnement de l'entourage qui est aussi important. Moi, j'ai une amie qui m'a accompagnée à chaque chimio. Elle était assise à côté de moi, même si je dormais un moment. Je luttais pour ne pas dormir parce que je ne veux pas voir ce que je veux pas voir. Mais c'est vraiment, il faut vraiment faire passer du blanc sur toutes les personnes anxiogènes.
Oui, oui, oui. Il faut faire de la rigolothérapie, il faut faire des choses drôles, il faut éviter les nouvelles à la télé, tout ce qui s'ensuit. Il faut être dans une positivité absolue, n'est-ce pas? Et surtout avoir des gens comme Marie-Christine dit, son amie, Marie-Geneviève, son amie aussi qui l'accompagnait, moi aussi pour mes rendez-vous là-bas. J'avais une amie et il ne faut pas avoir des gens qui nous plaignent. Ça, on n'a pas envie de ça. Parce qu'à la limite, ils sont plus malades que toi, qui subit, alors que toi, tu es courageuse et que tu as envie. Chacun a sa façon de vivre la maladie. Moi, je sais que du moment où j'ai appris la maladie et que j'ai décidé de guérir, je ne voulais plus en parler. C'est-à-dire que la personne que je croisais dans la rue et à qui je n'avais pas dit que j'avais le cancer, je ne disais plus. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose, mais bon, c'est difficile et bravo pour ce courage. Dès qu'on dit qu'on est malade, on n'est que malade. Alors quand tu es à l'hôpital, tu es presque mort, quoi. C'est-à-dire que si tu dis je suis malade, on ne te voit que comme une malade, alors que tu es Priscilla, tu es Marie-Geneviève, vous avez vos activités, même si c'est plutôt ralenti. J'imagine que vous avez dû arrêter de travailler pendant un moment. Mais c'est vrai que c'est important aussi de voir dans le regard de l'autre qu'on est quelqu'un de vivant, quoi. Ah oui, mais c'est ça, parce que moi j'ai dit à mes amis très proches, voilà, j'ai ça. Par contre, c'est pas la peine de venir dire, mais Anna, comment vas-tu? Non. Je leur ai dit ça. Et quand je serai prête à continuer à leur parler, je vais leur dire. Elles ont respecté le choix. Elles ont attendu que je dise comment ça s'est fait, comment, voilà. À ma famille, ça a été un petit peu plus difficile d'annoncer. Pourquoi? D'annoncer, parce que comme j'expliquais, ça faisait pas longtemps qu'on était dans le deuil. Donc, dire, voilà... Je suis atteinte du cancer. Quand on entend cancer, on entend la tombe tout de suite. Oui, mais en même temps, il n'y a pas à culpabiliser. Ça arrive, oui, mais je comprends, mais oui. C'est ça. Mais il n'y a pas à culpabiliser, c'est-à-dire que on peut les rassurer, mais en même temps, c'est toi qui es atteinte du cancer. Oui, donc c'est toi qui as à vivre avec ça. Ok, on revient à vos histoires, puis on va parler un petit peu de ce qui est fait dans cette association formidable Amazon, donc qui existe depuis 2017. Jingle, focus. On continue d'un femmes, on parle des femmes. Donc là, je veux vous parler, j'ai 3 choses à vous dire. La première, je vais vous parler de Annie Ernaux. Vous avez sans doute entendu parler d'Annie Ernaux. C'est une romancière, une écrivaine, une autrice française qui a eu le prix Nobel de littérature, qui a écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages et qui a une écriture qui est entre le roman et, disons, presque journalistique, un peu sociologique, cette écriture. Parce que c'est une femme qui vient d'un milieu extrêmement modeste. Son père, ses parents étaient ouvriers, puis petits commerçants. Donc elle a grandi, quand elle était jeune, dans cet environnement pauvre. Et puis bon, la littérature, et puis elle a fait des études, la littérature a fait qu'elle a changé de milieu. Donc c'est quelqu'un qui écrit sur les classes sociales. Et donc elle a eu ce prix Nobel de littérature. Elle est éditée par Gallimard depuis 1974. Je vous dis, elle a écrit plein de livres. Les armoires vides, le premier. Elle a eu le prix Renaudot en 1984 pour La Place, un livre justement où elle parle de son père. Et elle a écrit ce dernier ouvrage, un petit ouvrage que je vous recommande, vous voyez, il y a mes post-it, donc Le jeune homme. Le jeune homme, c'est un petit ouvrage tout petit, d'une 37 pages, je vous invite vraiment à le lire. Pardon ? Qui donne envie de lire ? Oui, qui donne envie de lire. Mais là, c'est vraiment, elle parle d'une expérience qu'elle a vécue, parce qu'elle écrit toujours à la première personne, en tout cas là, c'est une expérience qu'elle décrit à la première personne, d'une aventure, donc elle dit aventure, et après une histoire qu'elle a vécue avec un homme qui était de 30 ans, son cadet. Donc une femme imaginée. Donc c'est quelque chose d'assez direct, qui est précis, vraiment c'est une écriture extrêmement précise. Je veux lire 2 extraits. Alors, ça peut paraître cru, mais c'est intéressant, moi je trouve ça très beau. Notre relation pouvait s'envisager sous l'angle du profit. En fait, c'est un jeune étudiant de 24 ans, mais je ne veux pas déflorer trop l'histoire, je veux que vous alliez le chercher, cet ouvrage, il coûte pas cher d'ailleurs. Notre relation pouvait s'envisager sous l'angle du profit, il me donnait du plaisir et il me faisait revivre ce que je n'aurais jamais imaginé revivre. Que je lui offre des voyages, que je lui évite de chercher du travail qui l'aurait rendu moins disponible pour moi, me semblait un marché équitable, un bon deal, d'autant plus que c'est moi qui en fixais les règles. J'étais en position dominante et j'utilisais les armes de domination dont toutefois je connaissais la fragilité dans une relation amoureuse. Et il y a l'amour dans tout ça, c'est pas gigolo le garçon, il y a vraiment de l'amour et ce garçon qui est un peu jaloux d'ailleurs lui dit qu'il l'aime. Alors je recherche mon autre, mais je l'ai perdu. Voilà, en tout cas, je vous invite à lire ça. Je pense que, ah oui, voilà, c'est l'incipit. Si je ne les écris pas, alors ça c'est vraiment
la démarche d'Annie Ernaux en tant qu'écrivaine, en fait, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été seulement vécues. C'est extraordinaire. Et ça se dit tout de l'acte d'écriture. C'est-à-dire que l'écrit, le roman, le fait d'écrire, c'est une façon de vivre. C'est le stade ultime de la vie. Donc vraiment, je vous recommande Le jeune homme de Annie Ernaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça a l'air ça donne envie, non? Oui. Ça donne envie, mais c'est une femme qui est libre, en fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une femme qui est libre. Alors, c'est une femme féministe, d'extrême gauche, qui a des positions, disons, politiques aussi, qui assume ses positions politiques. Et voilà, donc il y a 5 ans, j'ai passé une nuit malhabile avec un étudiant, voilà, c'est le tout début. Et je vous invite à lire ça. Donc, c'est une pensée qui est libre, c'est une écriture qui est aussi libre. Donc, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Et puis, je voulais vous parler aussi d'une autre expérience que j'ai faite il y a quelques jours. Je suis allée voir un film qui est super, Les enfants des autres. Je vous invite à regarder cette bande-annonce avec tout. Allez, vous pouvez tous sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau? Ah non, j'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un. Une description? Ah, 1m95. Je suis amoureux de toi. Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu vieillis mal, hein? Question. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Léla. C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour. Leïla. T'as quel âge, Leïla? 4 ans et demi. Waouh. Peut-être faire un petit bisou? Ça va, mon cœur? Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Pardon, bonjour Rachel. Bah alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi, je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... Elle a 5 ans. Pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire. Je dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Que je resterai une figurante. T'exagères. Je me sens piégée. Moi aussi, je suis piégé. Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux. Toi, t'es piégée de quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard. Voilà, Les enfants des autres avec Virginie Efira et Roche Dizem, donc 2 comédiens qui sont extraordinaires. Donc ça parle en fait de cette femme qui a 40 ans, qui vit une histoire d'amour avec un monsieur, enfin Roche Dizem, qui a un enfant, qui a une petite fille de 4 ans et demi, 5 ans. Et donc ça parle de ce désir d'enfant, de cette impossibilité, de cette histoire qui est entre deux. En même temps, elle est pédagogue, elle est enseignante, c'est très très joli, avec la bande son est magnifique aussi. Voilà, vous l'avez pas vu ce film? Non, pas encore. Donc il est visible. Mais c'est le désir d'enfant, cette impossibilité, donc je voulais vous le signaler. Et puis pour finir, et après on va retourner à mes 2 invités, Marie-Geneviève et Priscilla, je me suis engagée depuis quelques semaines à vous donner des nouvelles de l'Iran, des femmes iraniennes. Eh bien la mobilisation donc continue, plus de mois après la mort de Mahsa Amini, donc le 16 septembre. Le mouvement de protestation aujourd'hui, en fait, s'est étendu à d'autres secteurs, notamment les salariés du secteur pétrolier, les étudiants et puis les commerçants. On va continuer à travers, avec notre émission, à vous donner quelques nouvelles au fil de l'actualité. Jingle, mots de femme. Voilà, on est avec Marie-Geneviève Boussoko et Priscilla Saint-Aimé, donc la présidente de l'association Amazon. Et on parlait de leur expérience, on parlait du fait que vous aviez donc toutes les 2 subi des chimios, que c'était difficile. Alors j'ai une question un peu naïve, mais je vous la poser aussi directement. Vous avez de très beaux cheveux. Parce que quand on fait la chimio, etc., on dit qu'on perd nos cheveux. Ah, mais bien sûr. On perd, mais ils repoussent. Oui, ils repoussent. Alors, en fait, moi, mon médecin m'avait fortement conseillé, parce que j'avais une chevelure, de commencer à les couper. Oui, mais comme, pour t'habituer, quoi. Pour m'habituer, mais en fait, ça ne me dérangeait pas plus que ça, parce que j'avais l'habitude de porter les cheveux courts, une fois longs. Et effectivement, par contre, je n'ai pas aimé mon faciès chauve. Donc tu as fait quoi? Tu as mis des... J'avais un chapeau fétiche. D'accord. Mais tu mettais pas de perruque? Non, j'ai essayé la perruque. Bon, j'avais très chaud.
Et en fait, c'est pour ça que les gens n'ont pas forcément vu que j'étais malade, parce qu'il y a, avec justement les ateliers de support, donc il y a une façon de se maquiller, ne serait-ce que parce qu'on perd tous les cheveux, mais tous les poils. Oui. Donc les sourcils, il n'y en avait pas du tout. Et comme j'avais l'habitude aussi de soit porter des chapeaux, des attachés de foulards, etc., donc j'avais au moins 2-3 foulards sur ma tête. Ouvrez tout le monde. Même qu'avant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'aime pas te voir avec tes cheveux courts. » J'ai fait « Ah, c'est dommage. » Mais c'est ton problème, c'est le style. C'est le style d'aujourd'hui. Et puis je fais ce que je veux. Voilà, Je dis ça aux gens, j'aime pas te voir. Non, mais comment on peut dire ça à quelqu'un? Mais attendez, messieurs, dames. Les gens aiment dire « Oh, tu as grossi, oh, tu as maigri. » Ou bien « Attends, Ah bon, tu fais de la chimio? » Ça te va bien. Attends, moi je vais te raconter une dame, enfin juste par parenthèse, une dame que je rencontre, qui me dit « Ah, mais vous êtes plus jolie à la télé. » J'ai dit « Oui, madame, je suis pas maquillée. » On dit pas ça aux gens, mesdames, même si c'est vrai, vous pensez qu'on est laide. Mais non, mais ça, c'est exagéré. Mais ça renvoie quand même à l'image que vous avez de vous. Oui. Parce que les autres vous renvoient quelque chose, mais vous, comment vous avez vécu ça? Alors moi, comme j'aime souvent dire, ça a été mon meilleur moment. Non. Oui, ça a été ma meilleure vie. Pourquoi? Quand je dis aux gens, excusez-moi, quand je dis aux gens que cette partie que j'ai vécue en 2019 a été ma meilleure vie parce que j'ai tout accepté. Alors mes cheveux ont commencé dès la première chimio à tomber et j'avais envie de vivre ça parce que dès le départ on dit aussi de couper, mais moi je voulais voir vraiment ce que ça faisait, je voulais vivre chaque étape de cette période. Donc quand j'ai vu que ça a commencé à tomber, j'ai été voir la coiffeuse en métropole et qui a été très patiente avec moi et elle me dit, je lui dis tu me coupes tout. Je lui explique un petit peu que j'étais sous traitement et tout. Et elle me dit oui mais je te laisse un peu, tu pourras plaquer. J'ai dit non, coupe tout. Elle m'a regardé, elle m'a dit tu t'es sûre? Je lui dis rase ma tête. Alors elle me regarde, je lui dis oui c'est la coupe que j'ai toujours rêvé de faire mais que je n'avais jamais osé faire. Voilà, c'est tout. Et je te dis, franchement, c'était ma meilleure vie. Je me maquillais. Mais tu n'avais pas peur, Priscilla? Non. Tu savais que tu allais guérir? En quelque part. Tu t'es projetée dans la guérison, essentiellement. Et puis tu avais un enfant. Et puis voilà, ma fille avait 15 ans. Oui. Et puis, c'était impossible pour toi. Mais j'ai même des amies que quand elles me voyaient, elles me disaient, mais tu ressembles pas à quelqu'un de malade. Elle me dit, c'est pas méchant ce que je vais te dire, mais ton courage, ta façon d'être. Qu'est-ce que ça dit des gens, ça? Qu'est-ce que ça dit des gens? Parce que toi, tu te connais, tu sais qui tu es, tu sais le combat que tu mènes, tu sais pourquoi tu le mènes, parce que tu as ta fille. Mais qu'est-ce que ça te dit des gens, entre la personne qui te dit j'aime pas te voir, qu'est-ce que ça dit des gens? Des fois, pour moi, c'est des gens qui soit ils ne connaissent pas bien ou... Mais ils ne se connaissent pas non plus, ils n'explorent pas ce qui pourrait être dans pareilles circonstances. C'est ça. C'est ça aussi. C'est ça, parce que en fait, moi, c'est deux de mes amis qui m'ont rasé la tête. Ils m'ont dit, allez, viens là, c'est pas bien fait. Donc, elles l'ont fait. Mais elles m'ont trouvé magnifique, elles m'ont maquillée, etc. Donc là, effectivement, à ce moment-là, j'ai commencé à mieux m'accepter. Mais le truc, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est culturel, mais on a envie de savoir ce que l'autre fait. En passant par des petits chemins, tu as grossi, tu as maigri, tu te maquilles maintenant, voilà. Ah, ça veut dire qu'ils n'osent pas te poser la question? Voilà, c'est qu'ils n'osent pas, puisque bon, on ne va pas forcément mettre un panneau, une pancarte, voilà. Mais les gens aussi ont peur. Les gens ont peur de la maladie. À travers ta maladie, effectivement, on a peur de la maladie. Oui. C'est ça, qui pourrait nous toucher, c'est ça? C'est surtout ça. Mais globalement, vous avez quand même rencontré que des gens bienveillants. Oui, alors Marie-Geneviève. C'est parce qu'il y a Marie-Christine. C'est parce qu'il y a Marie-Christine dans le bureau. C'est pas grave, c'est Marie-Geneviève. Marie-Geneviève disait, on a parlé de culture, moi là-bas, quand j'avais mon petit béret ou que j'enlevais mon béret, les gens, pour eux, c'était mon style. Oui. Ils se sont jamais doutés que c'était mon style. Et quand j'ai décidé de revenir en Martinique, parce que ma fille et ma famille me manquaient, donc j'ai continué mes soins à Clarac. Alors mon compagnon et ma fille, ils avaient cette crainte justement parce qu'ils connaissent la culture en Martinique. Et je me suis retrouvée, par exemple, à aller, sans citer de nom, dans un centre commercial, un grand centre commercial, où les gens me dévisageaient, me regardaient.
Tu sais, on a eu, excuse-moi, on a eu Pascal Dambeau, qui n'est pas tête de cancer, mais qui a l'alopécie, qui n'a pas de cheveux, qui nous racontait justement en centre commercial des gens qui nous ont dit, mais madame, comment vous êtes là, quoi. Et c'est malheureux, parce que moi je voyais les regards des gens, mais j'en parlais pas forcément à mon compagnon et à ma fille. Et une fois, je leur ai dit, vous avez vu comment... Ils m'ont dit, mais nous derrière, tu vois pas comment on les regarde aussi. J'allais les regarder droit dans les yeux, mais oui, mais qu'est-ce que vous avez à regarder? La personne est déjà peut-être malade, vous connaissez pas sa sensibilité. Moi, je suis forte, donc voilà, mais t'as là d'autres personnes qui vont se dire après, finalement, ben non, je ne vais plus sortir. Et qui vont pas assumer. Alors que non, justement, quand on vit cette maladie-là, il faut sortir. Si on en a envie, si on sent le besoin, il faut sortir, il faut faire des choses en famille, mais pas par rapport au regard des autres, se renfermer. Et c'est vraiment le rôle d'Amazon aussi, cette association. Alors, on vous félicite, parce que vous avez eu des prix, vous avez eu le prix Ruban Rose 2022, vous avez eu le prix MGEN, et puis donc il y a une fédération. La France Engage aussi. Avec François Hollande. Maman, c'est une pluie de récompenses. Et vous allez aussi créer une fédération. Oui. Ça a essaimé dans les Outre-mer, en Polynésie. Alors pour le moment, nous avons 5 associations Amazon. Voilà, 5 associations Amazon. Récemment, il y a eu l'association Amazon Guyane qui a été créée il y a quelques semaines de cela. Et depuis le 3 octobre, nous sommes une fédération. Donc, au nombre de 5, 5 sœurs. Nous, franchement, et notre projet premier, en tous les cas, c'est l'essaimage des nids. C'est-à-dire que le nid... C'est quoi le nid, alors? Le nid, c'est... D'abord, on a eu le Nika. Après, la Villa Chanteclair, un il y avait une exposition, il y avait une exposition de photos, de très belles photos, où les femmes se montraient telles qu'elles étaient, après l'opération, sans les cheveux, etc. Nous, on appelle ça de la photothérapie. Et donc après... ce mois d'Octobre Rose, elles se sont dit pourquoi pas continuer, parce que les patientes qui venaient les voir, les Amazones, disaient oui, mais après ça, il y a quoi? Donc, une des membres, Amazon, a prêté sa petite chambre chez elle, qu'ils ont aménagée, et ça s'appelait le Nika. Donc, ce Nika est devenu trop petit, puisque beaucoup d'Amazones avaient envie d'y participer aux différents ateliers. D'ailleurs, mon premier atelier avant de partir sur la France, je l'ai fait au Nika. Et donc après, finalement, en 2019, on a eu cette famille sur Dillon qui nous a prêté sa maison. Et leur mère a eu la maladie, le cancer du sein, et elle est décédée. Donc ils nous ont gentiment prêté la maison, et où c'est un petit cocon. Où, je crois que toutes les Amazones aiment s'y retrouver. C'est quoi donc les ateliers? C'est quoi comme atelier? On a des ateliers sur l'hygiène, atelier la peau, diététique, le maquillage, aussi le maré-tête, ou plutôt l'attaché de foulard avec Muriel Bédot. Et puis... sur l'estime de soi aussi, sur la sophrologie, comment respirer, parce qu'on dit souvent que quelle que soit la maladie, en fait, le fait d'apprendre à respirer aide aussi à se calmer au niveau de la douleur, au niveau aussi des paroles inutiles qu'on entend, puisqu'on a aussi un petit flot de paroles inutiles qu'on a répertoriées. Ah bon? Oui, dans les anciens magazines, ça s'appelait les paroles inutiles. Et cette année, on a voulu changer, on a mis les paroles l'amour. Alors, les paroles inutiles, c'est comme par exemple. Dis-nous. Comme Marie-Christine. Marie-Geneviève. Bon, on t'a rebaptisé. T'appelles Marie-Christine, mais c'est tout. Marie-Christine Baouspéter. Oui. Alors. Je vais t'appeler MG. Ouais, comme ça, MG dit, par exemple, ce que tu as dit par rapport aux cheveux. J'aime pas te voir avec tes cheveux, ta coupe. C'est ce qu'on appelle des paroles inutiles, quoi. Il y en a deux. Mais il y en a beaucoup. Genre, je pensais que le cancer faisait maigrir, mais on t'a dit ça, Marie-Geneviève? Non, mais j'ai entendu. On a dit à quelqu'un ça. Qui n'est pas perdu du poids. Justement, je pensais que tu allais perdre. On pensait que tu avais perdu du poids, Priscilla. Alors, c'est peut-être pas fait méchamment. C'est pas fait méchamment, c'est fait comment, s'il te plaît? C'est fait bêtement, alors. C'est pas fait méchamment, c'est fait couillonnement. En fait, je préfère que la personne... C'est fait couillonnement. Parce qu'en fait, vaut mieux ne rien dire. On n'a pas besoin de dire quelque chose. Non, mais attends, la personne qui te dit ça, excuse-moi, la personne qui te dit ça, c'est que tu es malade? Mais bien sûr.
D'accord, ok. Oui, Bon, parce bref. que quand on entend cancer, tu perds du poids, tu perds par exemple tes cheveux, ou tu perds tes cils, ou voilà quoi. Donc, donc cette fois-là, vous vous dites que c'est plutôt les paroles l'amour. Donc les paroles l'amour, qu'est-ce que ce serait les paroles l'amour? Mais je t'aime. Oui. Je t'aime comme tu es. T'aimes ou bien il y en a un que j'aime beaucoup, c'est une Amazone qui dit que un monsieur la cite dans la rue et puis il dit girl, j'aime bien ton style, super joli, bien maquillé, cheveux rasés quoi. Donc il y a quand même une question, là on parle du regard de l'autre ou éventuellement des paroles inutiles ou des paroles qui sont peut-être maladroites aussi. On va dire qu'il y a quand même des paroles maladroites effectivement qui ne sont pas forcément pensées comme devant faire mal. Mais qu'est-ce que je dis? Oui, mais il y a quand même cette idée d'estime de soi, quoi, qu'il faut effectivement remuscler, regonfler tout le long. Parce que ça peut être long quand même. Si, ça peut être long. Moi, par exemple, avant de faire ta séance de chimio, donc tu dois aller au labo. Il faut que tu prennes les constantes, etc. Et à partir du moment où tes globules blancs sont en chute libre, tu ne fais pas la chimio. Donc ça recule. Donc ça aussi, c'est... Si tu n'es pas forte dans ta tête, même s'il y a des hauts et des bas, si tu n'es pas accompagnée, tu te dis, bon, c'est pas la peine, bon, ça va. Tu n'y vas pas. Et puis, il y a... En fait, il faut, c'est difficile de dire il faut. Mais bon. Mais en tout cas, j'aurais dit, il faut mettre à côté de soi vraiment toutes les personnes qui sont bienveillantes, qui ne sont pas là en train de s'apitoyer, parce que moi je ne veux pas qu'on s'apitoie sur moi. C'est vrai qu'on va me voir un jour, un coup de blues, propose-moi quelque chose à faire, même si je dis non. Ceci dit, Marie-Geneviève, tu n'es pas obligée d'être atteinte de cancer pour avoir un coup de blues, pour être un petit peu down, pour avoir les traits tirés, etc. Donc ça arrive à tout le monde. Hein. Et voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, le cancer, ça peut faire peur parce qu'on se dit, oui, tu as le cancer, tu vas mourir. Et alors même que le dépistage, c'est ce que vous dites. C'est important. C'est quoi cette opération comment ça s'appelle? Pumping Up. Pumping Up. C'est quoi ça? Alors, c'est une action que mène Amazone pour l'amélioration des conditions par exemple la salle de Clarac, de la prise en charge. Parce qu'on sait très bien que quand on arrive à Clarac, c'est pas forcément joyeux ni beau. Les murs, et on sait très bien, on aime bien dire à Amazone, et même plus pas qu'à Amazone, que le beau fait du bien. Le beau fait du bien. Voilà. Donc arriver à Clarac et avoir un lieu qui n'est pas agréable et qui ne donne pas l'apaisement qu'on a besoin alors que les traitements sont déjà forts. Donc justement, Amazone s'est donné le défi de refaire certaines salles. Par exemple, la dernière d'actualité, c'est la salle de radiothérapie à Clarac. Il y a eu aussi celle de l'AMFME, la salle où on va voir l'infirmière d'annonce. Et on a plein de projets justement, toujours à Clarac, d'arranger, de porter ce mieux. De porter ce mieux, parce que quand on a inauguré la salle, pendant les vacances, les messieurs qui arrivaient et qui ont su que c'était Amazone qui avait fait ce changement, nous ont dit, mais merci mesdames. Mais bien sûr, tout le monde a besoin de ça. Que nous cassons économie, dans même salle eux, voilà, c'est ça. Parce que c'est des couleurs apaisantes, des couleurs qui appellent la douceur. Et même si on va entendre, puisqu'on le sait déjà de toute façon qu'on est atteint du cancer, quel que soit, le seul fait d'être dans du rose, du vert, du bleu pastel, on se dit, dans des coussins moelleux, pas déchirés. Il faut soigner le cadre, l'ambiance. Et même moi qui suis retournée, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, c'est joli. Oui. Donc on espère en tous les cas qu'on pourra continuer ce travail. Et puis on remercie aussi les bénévoles qui nous aident beaucoup. Combien vous êtes Amazone? Combien vous êtes? En dernière nouvelle, on était une cinquantaine. Une cinquantaine de gens très actifs, de femmes très actives. Hommes et femmes. Des fois, on peut avoir une centaine de bénévoles.
Oui. Mais, alors justement, je voulais revenir sur les bénévoles parce qu'on a beaucoup de soutien de la part des bénévoles qui nous aident pour ces Pump It Up et aussi des partenaires. Et puis aussi, on a une décoratrice qui nous aide justement parce que justement, elle a cette vision du beau et du bien-être. Comment elle s'appelle? Chrissy. Chrissy. J'ai pas son nom. On salue, mais c'est pas grave, on salue Chrissy. Voilà. Donc, on la remercie énormément. Elle est toujours à nos côtés depuis les débuts. Et sans ses partenaires, ses bénévoles et la décoratrice d'intérieur, voilà quoi. Donc, je veux juste montrer un passage. Le dernier, le magazine qu'on trouve effectivement ces jours-ci à l'occasion d'Octobre Rose. Alors tout à l'heure, tu parlais des hommes qui faisaient partie d'Amazon, mais les hommes peuvent être atteints du cancer du sein. Tu me disais que c'était 1%. Et c'est aussi une femme, c'est quand même une femme sur 8. Une femme sur 8. Voilà. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup. Et alors moi, c'est vrai que quand on vous entend parler, on a entendu Alexandra Arnay aussi. On a l'impression que vous formez une espèce de famille, quoi. C'est ça, non? C'est ça. C'est notre deuxième famille. J'aime à dire que, franchement, moi, quand je revenais en Martinique pour soit des soins ou la visite de la famille, 2 jours après, il fallait que je sois au nid. Il fallait que j'ai mon planning avec les ateliers de support pour me dire, bon, Priscilla, tu vas tel jour. Et jusqu'à présent, ma fille, heureusement, elle est grande, elle est étudiante. Mais aujourd'hui, en tant que présidente, elle me dit, mais je te vois même pas, maman. Mais elle sait très bien pourquoi, justement, je me donne. Parce que accepter aussi ce poste de présidente, c'est redonner aux autres Amazones qui viennent tout ce que moi j'ai reçu au sein d'Amazon. Et comme tu dis, c'est une famille, c'est de l'amour qu'on reçoit. Et puis on a un beau slogan qui dit Amazon, c'est l'amour, donc pourquoi ne pas donner de l'amour? Je crois que donner de l'amour aux autres nous rend en tous les cas heureux. Et puis nous aide à guérir aussi. C'est ça. Et nous aide à guérir. Parce qu'effectivement, quand tu vois marqué Sisterhood sur la couverture du magazine, on voit bien que toutes les sœurs on rigole. Et ces gens-là, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est justement ça, Alexandra qui parlait, elle disait, ouais, c'est Sister, mais c'est aussi CC. Oui. Ils sont en créole. Tu dis en CC. Mon compagnon, quand il parle de sœur en créole, dit CC. Moi, j'ai dit, ouais, d'accord. Les Foyalaises ont dit c'est moi. Mais là, c'est CC. C'est la petite. Qui est au milieu c'est notre mascotte. Des présidentes de chaque... on va pas bien, mais bon. Ouais, okay. mais ça va. Et alors, c'est quoi les prochaines étapes pour l'association, les prochaines actions? Donc, c'est cette fédération. Oui, cette fédération. Et donc, là, il n'y a plus qu'Amazon Guyane nous rejoignent. Et comme je disais, c'est la première action, c'est vraiment... Là, ils ont commencé à travailler. Il y avait un bootcamp au mois fin août. Sur Paris, où elles ont travaillé avec Syncopil, où elles travaillent justement sur un comité de pilotage, où elles travaillent sur cet essaimage de nids. Donc notre objectif, c'est d'avoir un nid dans les 11 départements d'outre-mer. Donc on a vu le résultat qu'on a eu en Martinique. Donc justement, on aimerait bien que chaque outre-mer ait son petit nid à elle. D'accord. Et alors, à votre niveau, vous, personnel, Marie-Geneviève et Priscilla, vous en êtes où avec la maladie? Eh bien, moi, je suis toujours en traitement, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'hormonothérapie. J'en ai au moins pour 5 ans. Pour 5 ans, parce qu'au-delà du cancer du sein, il y a eu autre chose qui s'est greffé, puis encore autre chose, mais bon. Et donc, je suis toujours en traitement, en fait. On ne parle pas encore de rémission, mais en tout cas, ma dernière mammographie était bonne. Puisque quand on a été opéré d'un côté, il faut surveiller aussi l'autre côté. Et entre-temps, il y a eu le pancréas qui s'est déréglé, plus le diabète qui s'est révélé. Salut ma pote. Mais ce n'est pas ma pote. Mais non, pas ta je fais en sorte justement qu'elle disparaisse, que cette pote-là disparaisse. Mais en tout cas, c'est vrai que le traitement, l'hormonothérapie, c'est juste un petit comprimé, mais qui fatigue. C'est quoi ta routine pour comment dire, sur le long terme? C'est quoi ta routine? Tu fais du sport, tu fais de la méditation? Je fais du sport. Tu rigoles, tu regardes des films bêtes. C'est surtout ça. C'est quoi ta routine? Je rigole, j'embête tout le monde dès que je peux. J'embête mes neveux et nièces, j'embête tout le monde.
J'aime rien, je fais de la peinture. Tu fais de la peinture? Je fais de la peinture. Tu peins quoi? Tu peins sur la Martinique, les femmes, acrylique et pastel. Super, d'accord. Acrylique et pastel. Je fais du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Enfin, je fais de la marche nordique justement avec les Amazones. Mais oui, on a oublié de parler de ça. C'est important, c'est sportive, physique. Adapté. Donc on a la marche nordique, on a la balnéo, avec le kiné. Ouais. On fait plein de choses. Ok. Et toi, c'est quoi ta petite routine ou ta routine? Ma routine, je marche pas beaucoup, mais je devrais. Il faut. Oui, on va te dire, il faut. Oui, je sais. Et même la marche nordique, c'est vrai qu'avec la présidence, c'est pas évident, mais je vais m'y remettre. Et pourtant, quand je pars là-bas, je marche partout, je sais. Mais arrivé en Martinique, je sais pas. Voilà. Donc, il y a de très beaux sentiers de randonnée. Oui, c'est vrai, surtout chez nous. Martinique est belle. Et donc, je n'ai pas une routine particulière. Moi, en général, j'aime bien sortir. J'aime le cinéma, j'aime les soirées. Je suis de celles qui, même en étant malade, non. Mais tu te conseilles, Alors, moi, je suis suivie, toujours, encore pendant 2 ans, tous les 6 mois. D'accord. Donc, je pars 2 fois par an sur la métropole pour mes contrôles. Et je suis sur tamoxifène hormonothérapie comme Marie-Geneviève. Et moi, ce sera sur 10 ans. D'accord. Puisque vu le stade du cancer. Et c'est pas évident, comme elle a dit, bouffée de chaleur. Tu sais qu'on l'a un moment, qu'on l'a pas. Mais malheureusement, avec l'hormonothérapie, c'est encore pire. Bouffée de chaleur, le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Et la nuit. Là, je t'ai vu transpirer tout à l'heure. Oui. Comme moi d'ailleurs. T'imagines, à 43 ans, mais bon, on assume. On assume. Et donc, mes contrôles, il me reste encore 2 ans de contrôle. D'accord. Donc, 2 fois par an. Et puis, comme j'aime à dire, ça me fait une petite coupure avec la Martinique. Donc, je prends ça avec plaisir. D'accord. Manière, c'est ta réalité. C'est ça. Donc, tu vis chaque moment de ta vie. Quel est l'homme, alors, du coq à l'âne, quel est l'homme qui vous a le plus marqué, le plus influencé, mesdames? Je ne pensais pas qu'elle aurait fait cette question. Ah, mais si, toujours. Il y a toujours ça dans la question. Ah, mais oui, toujours ça. Alors, Marie-Geneviève. Écoute, moi je dis une femme. Non, c'est vrai, mais bon, je dirais mon père. Je dirais mon père, le gars très calme, zen attitude. Quand il a élevé la voix, c'est parce que rien ne va plus aux enfants. C'est lui qui m'a appris à tricoter, crocheter. Oui. Comment il s'appelle? Béatrix Constant. Béatrix D'accord. Constant. À son âme. Et donc voilà, c'est surtout ça, c'est la façon dont quand il a un objectif qui s'est fixé, il y va. Jusqu'au bout. Mais vraiment, on ne l'entend pas marcher. Il va jusqu'au bout et après il dit, quand je vous dis de faire du sport, c'est comme ça. Il faisait quoi? Il faisait son jardinage. D'accord. Et un jour, il m'a dit, vous êtes en train de manger, vous faites des régimes, mais regardez, moi je fais du sport. Il a sauté 2 pieds joints comme ça, voilà. Il avait à l'époque 78 ans à peu près quand il a fait ça. Ok. Non, mais voilà, je pense que ça a été un départ assez douloureux aussi. C'est vrai? Ouais. Ok. Priscilla, l'homme qui t'a le plus marqué, qui t'a influencé? Je dirais pas l'homme, puisque mon père, un petit peu du genre de Marie-Christine, très doux. Marie-Geneviève. Marie-Geneviève. Je sens que Marie-Christine non, mais bon, tu penses à elle, Je pense qu'il faudra couper à chaque fois que je dis. Non, on va pas couper. Vas-y. MG, je pense comme MG, parce que mon père, c'est celui qui est très calme et qui ne crie pas, qui n'élève pas la voix, et à la limite. Mais je dirais plus ma grand-mère maternelle. Ah oui, pourquoi? Ma grand-mère maternelle, elle m'a toujours... on a toujours discuté. D'ailleurs, je pense que heureusement qu'elle n'était pas là quand j'ai eu le cancer. Mais ça a toujours été la femme forte où je l'ai toujours vue s'affairer, faire ses petites affaires. Elle n'avait pas besoin d'aide. Elle avait ses poules jusqu'à pas d'âge. Elle faisait son repas. C'était comme les petites mamies. Chaque jour, c'était un repas bien spécifique. Et elle a toujours été là et je pense que justement, on est une grande famille, du côté de mes parents, mais de mon père aussi. Et on se rencontrait toujours à ces moments
à ces événements familiaux, Noël, Pâques et tout. Jour de l'an. Voilà, et c'était pas question de ne pas être là. Même si tu as quelque chose avec tes amis ou... Non. C'était la famille. C'était la famille avant et... C'est vrai que bon, elle est partie, certains on essaie de garder un petit peu le cap, c'est pas évident de faire toujours, hein. Mais je pense que c'est ma grand-mère maternelle. Okay. Comment elle s'appelle? Laure. Laure, c'est un joli prénom. Elle est déjà partie, ça fait bien longtemps. Jingle, le mot de la femme pour dire le mot de la fin. Ça vous a paru long ou court? Non, pas du tout, justement. Et je pensais qu'il nous restait encore une demi-heure. Eh ben non, il reste 3 minutes. 3 minutes. Marie-Geneviève, ça va bien ou bien tu es stressée encore? Non, ça va. Tu as vu? Ambiance, voilà. Ça passe, détendue. Voilà, Non, pas du tout. c'était pas stressant. Non. Alors, le mot de la femme, ce serait quoi? Pour terminer, tu aurais voulu dire quoi? Que tu n'aurais pas dit. Dis-nous un petit secret, là. On aime les scoops. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? On a parlé. Quel message tu voudrais faire passer aux hommes? On a dit qu'il y a des hommes qui sont touchés aussi par le cancer du sein. De ne pas hésiter, à la moindre anomalie, de s'autopalper, en tout cas de ne pas rater. Donc dès qu'on se palpe le sein, mais pas la poitrine, derrière, sous les aisselles, même jusqu'à derrière près de l'omoplate. Et de ne pas hésiter. Enfin, en ce moment, les enveloppes de l'AMREC, en fait. L'AMREC, oui. Oui, en fait, ça a changé de nom. Ont déjà été distribuées, il faut y aller. Il faut faire le dépistage, de ne pas se dire... Parce que j'ai entendu une fois à une télé qu'un micro-trottoir, des femmes ont dit, oui, j'avoue, j'ai peur d'entendre, donc je n'y vais pas. Mais tu vois, on a reçu Maurice Moreton, lui qui parle, il a fait un ouvrage sur le cancer de la prostate, et parce qu'il a eu le cancer de la prostate, et il a un ouvrage très rigolo d'ailleurs, qui aborde cette question grave, mais il te dit que les hommes, effectivement comme ça, ne vont pas parce qu'ils ne veulent pas s'entendre dire qu'ils ont un cancer. Mais plus on attend... On est dans une terre où il n'y a que ça, prostate... Et il faut qu'ils se disent que plus le diagnostic est précoce et tôt, moins s'il sera avancé, moins les traitements seront difficiles, seront lourds. Et c'est pour cela justement qu'on insiste. Pas qu'à Octobre Rose, on en parle tout au long de l'année. Amazon fait de la prévention et puis il faut savoir que nous aussi, c'est vrai que Octobre Rose est consacré au cancer du sein, mais nous nous occupons de tous les cancers, au féminin. Donc que ce soit un cancer gynécologique ou autre, nous recevons ces femmes, nous accompagnons ces femmes et franchement, il faut vraiment que chacune de nous, que ce soit dès le jeune âge, que prenne conscience qu'il faut justement cette prévention. Il y aurait un numéro de téléphone. Bon, il y a un site internet. Amazon, il y a un site internet Amazon qui est bien fait, ça raconte l'histoire, etc. Et puis, sur les pages Instagram et Facebook aussi. Oui, voilà. Et puis, le prochain événement, c'est quoi? Il y a un événement qui va arriver ou alors, c'est les Opipré Rose. C'est une action que nous menons. Nous allons à la rencontre des personnes des autres communes qui ne peuvent pas se déplacer sur Fort-de-France. Donc, nous allons faire de la prévention. Il y a des ateliers de support aussi qui sont faits. Et tous les samedis, nous sommes dans des centres commerciaux pour les pop-up. Ok. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense. On a tout dit. Bon, puis on n'a pas tout dit. Au plus près, c'est à Anzarlé, là. Oui, aujourd'hui et demain. Alors, quand on va diffuser cette émission, ce sera probablement, il y aura ça aura déjà eu lieu. Il y en aura d'autres au Marigot. Mais voilà. En tout cas, on renvoie à Amazon le site pour avoir tous les contacts. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous. C'était vraiment... Merci. Merci, Marie-Geneviève, MG, avec son petit nom Marie-Christine. Et puis, merci, Priscilla, d'être venue sur le plateau de Femmes pour nous parler donc de prévention du cancer du sein notamment. À bientôt. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci. Femme.